Quel avenir pour les microcrèches? C'est un peu, voilà, un peu choc comme titre, mais bon. Les microcrèches sont âgées d'un peu plus de 10 ans maintenant. Elles sont quand même sur la sellette depuis quelques années. On pourrait dater ça d'abord 2017, un rapport de l'IGAS, 2018, la COGE qui coupe un peu dans les subventions d'investissement, et ça a continué. Côté jardin, elles sont à l'origine de la création de nombreuses places. Elles sont plutôt appréciées des familles, en tout cas de celles qui y ont accès parce que leur employeur le leur permettent. Leur petite taille rassure, les enfants s'y sentent bien, et les pros aussi, si l'on en croit l'une des dernières enquêtes du sociologue Pierre Moissé. Alors Pierre, vous êtes dans la salle, devant. Je sais que si vous souhaitez intervenir pour expliquer ce que votre étude montrait sur cette espèce de qualité de vie au travail dans les microcrèches et ce côté petite famille qui est plutôt bénéfique au bien-être des enfants, vous demandez le micro à Caroline et c'est bon. Côté cours, on les dit cher pour les parents, difficilement contrôlables financièrement quand elles sont en page. Certaines seraient à pro-gain, la tendance vers les franchises ou ces sites où on explique comment on fait une sacrée marge en revendant sa micro à un grand groupe en serait des preuves supplémentaires. C'est vrai que les microcrèches sont abusées d'être un bon business qui fleurit sur les deniers publics. Et puis, elles bénéficient jusqu'à présent d'une réglementation dérogatoire quant au taux d'encadrement. Alors, la Première ministre Elisabeth Borne a promis que le taux d'encadrement changerait, puisqu'il faudrait maintenant deux professionnels dès le premier enfant accueilli. Alors actuellement, il faut un deuxième professionnel au 4e enfant accueilli. Néanmoins, on n'a pas de date, et dans le calendrier donné par la ministre ce matin, on n'en a pas entendu parler. Et les autres dérogations, c'est aussi sur les qualifications des professionnels. Comme vous le savez, les microcrèches peuvent fonctionner avec des titulaires de CAP petite enfance et une JE qui passe, je ne sais pas, 2 ou 3 fois par semaine. Bon, bref, vous connaissez la réglementation. Et puis, les microcrèches, pour complexifier la situation, il y a les microcrèches financées par la PAGE et les microcrèches financées par la PSU. Alors, évidemment, les microcrèches PSU sont au nombre de 842, les microcrèches PAGE sont au nombre de 6800. On voit bien qu'il y a un gros déséquilibre et qu'évidemment, être en PAGE, ça doit être plus facile et plus rentable. Vous l'aurez compris, et là, je me fais un peu d'humour quand même, il y aurait les gentilles microcrèches PSU et les méchantes, les très méchantes microcrèches PAGE. On va essayer de dépasser ce petit constat un peu primaire et on va essayer de comprendre ce qu'il faut faire pour que toutes les microcrèches puissent intégrer, comme l'a dit la ministre, le service public de la petite enfance en étant accessible au plus grand nombre, en faisant un accueil de qualité et accessible financièrement aussi. Donc, il ne s'agit pas ici de faire le procès des microcrèches et on va essayer de vraiment d'avancer ensemble dans le respect des opinions de chacun. Ce qu'il faudrait faire évoluer dans leur modèle, que ce soit la réglementation ou le financement, pour qu'elles deviennent des EAJE presque comme les autres. Et finalement, peut-être le dernier point de cette table ronde, ça sera de se dire, et si l'avenir des microcrèches, c'était de devenir des toutes petites crèches à taille humaine, bien sympas, financées comme les autres et avec la même réglementation que les autres. Voilà, alors je suis un peu cash là. Pour traiter des microcrèches, nous avons le plaisir d'accueillir alors William Martinet, député LFI-NUPES des Yvelines. Vous êtes en train de monter une commission d'enquête parlementaire sur le modèle économique des entreprises de crèches. Sarah Ferrandi, qui est responsable enfance et parentalité de l'ADMR. Elsa Herby, déléguée générale de la FFEC. Philippe Dupuis, directeur de la CEP. Géraldine Guyot, trésorière du REMI, le regroupement des entreprises de microcrèches. Et Cyril Godefroy, co-secrétaire général du SNPPE, le syndicat national des professionnels de la petite enfance. Alors, on commence. Les deux inspecteurs généraux, la ministre a diligenté une mission IGAS sur le financement des microcrèches. Les deux inspecteurs généraux sont nommés, Julien Méjeanne et Simon Arambourou. Je les ai invités, ils ont jugé prématuré, mais je peux comprendre puisqu'ils ont été nommés avant-hier, de venir expliquer leur mission. Néanmoins, on sait avec la lettre de mission de la ministre qu'ils auront à travailler notamment sur le financement et une éventuelle réforme du CMG structure
parallèlement à ce qui s'est passé pour le CMG emploi direct, de vérifier ce que coûtent ces structures aux finances publiques et de voir si finalement la PSU pourrait leur être adaptée. Elle leur demande évidemment, et ça je sais que c'était une demande de la FFEC, d'évaluer les conséquences d'un changement de réglementation sur le modèle économique des microcrèches. Pas forcément sur leur rentabilité, mais sur la viabilité. Voilà. Alors, que vous inspire cette mission? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, William Martinet, vous voulez une commission d'enquête? J'imagine que déjà, ça, c'est pas mal. Merci. Alors, peut-être permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation. Je suis là depuis ce matin 9h et je trouve que les débats sont très instructifs. En tout cas, moi, en tant que député, ils vont m'aider. Vous aurez compris qu'à partir de lundi, en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, nous avons la discussion sur ce projet de loi plein emploi et cet article 10 sur la petite enfance. Voilà, donc on peut toujours regretter que le sujet de la petite enfance arrive toujours un peu par effraction. Là, c'est pour la façon utilitariste, c'est sous l'angle du retour à l'emploi qu'on en parle, mais au moins on va en parler. Et donc comptez sur moi pour essayer de me faire autant que possible le relais de tout ce qui a été exprimé ici dans l'hémicycle dans les jours et les semaines qui viennent. Alors sur ce sujet des microcrèches et de cette mission, alors effectivement, c'est un début. Pourquoi c'est un début? Parce qu'il y a un sujet sur ces microcrèches et en particulier ces microcrèches pages. Vous parliez, j'ai beaucoup aimé l'expression de côté jardin, côté cours. Bon, on peut dire la théorie et la pratique. Il y a la théorie, c'est-à-dire des structures de petite taille, de proximité qui permettent de meilleures conditions de travail, un meilleur accueil des enfants. Je ne dis pas que cette théorie, elle ne s'applique jamais, et je pense au contraire qu'il y a beaucoup de gestionnaires, et notamment de gestionnaires associatifs, et beaucoup de professionnels qui arrivent à concrétiser ça sur le terrain. Mais il y a aussi et surtout la pratique et la réalité du terrain. Et là, excusez-moi, il y a comme un éléphant dans la pièce qu'il faut absolument signaler en matière de microcrèches, c'est que l'écrasante majorité des microcrèches dans le pays, elles sont gérées par des acteurs privés lucratifs. Le développement des microcrèches ces 10 dernières années, ça a été le cheval de Troie à travers lequel le secteur de la petite enfance a été massivement marchandisé, ce qui fait qu'aujourd'hui, peut-être un cinquième, un quart des places de crèche sont gérées par des acteurs privés lucratifs. Donc moi, je pense qu'on ne peut pas discuter de microcrèches sans discuter derrière de qui sont les gestionnaires et pourquoi ils se sont engouffrés sur cet outil de la microcrèche. Si on en reste au sujet du financement, parce que c'est ça le sujet de la mission de l'IGAS, oui, je pense qu'il y a un sujet parce que ça fait longtemps que les l'IGAS tirent la sonnette d'alarme dans différents rapports en disant que les microcrèches des établissements privés lucratifs ont un très haut niveau de rentabilité. On sait que c'est aussi pour les parents un endroit où le reste à charge est plus élevé qu'ailleurs et on a aussi beaucoup de retours sur le fait que la qualité d'accueil des enfants peut y être problématique. Je pense qu'il faut mettre son nez là-dedans. Cette mission de l'IGAS, tant mieux. C'est pas moi qui vais dire le contraire, vu à quel point j'ai dévoré les derniers rapports de l'IGAS, et notamment celui d'il y a quelques mois. Et je cherche, je ne sais pas si les inspecteurs sont encore là. Malheureusement, ils sont partis. Mais en tout cas, ça va être utile. Et vous l'avez dit, bon, il faut l'IGAS, mais là maintenant je pense que sur ce sujet, et je vais conclure mon propos là-dessus, il faut passer une étape suivante. L'IGAS a identifié des zones de risque, c'est les mots qu'ils ont utilisés, sur l'utilisation de l'argent public dans les microcrèches avec des gestionnaires privés lucratifs. Maintenant, je pense que ces zones de risque, il ne faut pas seulement les constater, il faut aller les investiguer et il faut se donner les moyens qui sont les moyens d'une commission d'enquête parlementaire qui permet de consulter les documents comptables, fiscaux qu'on souhaite, qui permet de convoquer des personnes et de les faire témoigner sous serment pour savoir où va l'argent, parce qu'il y a un sujet dans ces grands groupes de crèches privées lucratifs, où va l'argent public, et malheureusement trop d'indices qui nous disent que cet argent n'est pas forcément utilisé pour la qualité d'accueil des enfants. Donc vive la mission de l'IGAS, mais j'espère au plus vite une commission d'enquête parlementaire également. Donc ça sera finalement complémentaire. Peut-être. Alors, Sarah Ferrandi, vous opérez comme gestionnaire associatif, particulièrement en zone rurale, puisque vous intervenez en zone rurale, avec des microcrèches. Alors, certaines sont PSU, d'autres pages. Et comment vous vivez, vous, ce rapport de l'IGAS? Est-ce que vous trouvez que ça va dans le bon sens? Et vous nous expliquerez peut-être après, dans un deuxième temps, comment vous faites coexister les deux modes. Le micro est là. Hop. C'est bon, il est allumé, oui.
Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est la première fois que la DMR, on est présent à cet événement, enfin sur les tables rondes. Donc oui, nous à la DMR, on gère principalement des microcrèches associatives. On en a plus de la moitié qui sont en PSU et c'est vrai que c'est un modèle qu'on encourage à l'Union nationale des associations. On encourage vraiment les associations qui veulent créer des microcrèches à se lancer dans un modèle PSU. On accueille très favorablement cette nouvelle mission de l'IGAS puisqu'on constate, nous, en milieu rural, qu'on a un vrai problème avec ce double système de financement. On a vraiment envie, en fait, quand on lance une microcrèche, de s'engager sur de la PSU parce que c'est plus approprié pour les familles. Ça répond à un vrai besoin sur les territoires. Seulement, on se rend compte que quand on commence à monter le dossier, les petites communes en milieu rural n'ont pas forcément le budget, on va dire, pour s'engager et nous cofinancer sur des modèles en PSU. Et ça nous impose, alors de temps en temps, tant pis, on n'y va pas parce qu'on se dit vraiment c'est pas du tout adapté, ça ne répondra pas aux besoins du territoire. Et puis des fois on a quand même envie d'y aller, donc on va se lancer dans des modèles avec des tarifs adaptés, des barèmes qu'on va essayer d'adapter pour coller au mieux aux besoins des personnes, des familles sur les territoires. Mais c'est vrai que on aurait quand même tendance à vraiment pouvoir privilégier la PSU. Et donc on attend vraiment une remise à plat, on attend beaucoup de cette mission de l'IGAS pour éventuellement aller vers un modèle unique et plus accessible pour toutes les familles. Elsa Hervy. Merci Catherine de nous réinviter, de nous donner la parole. Sur cette mission IGAS, comme à chaque démarche nationale de contrôle, les adhérents de la FFEC répondront présents. Ils y participeront, ils donneront tous les documents qu'on leur demande sans aucune difficulté. La fédération, sur nos 2700 crèches adhérentes, 1371 exactement, 14 635 places sont des micro-crèches, 1321 en page, 50 en PSU. Peut-être vous dire que quand même sur les 190 entreprises adhérentes, il y en a 120 qui gèrent que de 1 à 5 établissements, quasi exclusivement des micro-crèches. Donc la fédération, c'est le trio, mais c'est aussi tous les autres et tout ce corps d'entrepreneurs engagés et qui ont choisi de vivre cette aventure entrepreneuriale de la micro-crèche. Sur la différence entre PSU et PAGE, je pense que c'est important, Sarah le dit très bien, je le dirais autrement. Un fonctionnement PSU, en l'état de la PSU telle qu'elle est conçue, ça nécessite d'aller chercher un tiers réservataire, c'est-à-dire une mairie qui va réserver des places pour ses concitoyens ou un employeur. Il y a des endroits où les mairies ne veulent pas s'engager, ne peuvent plus s'engager. Il y a des endroits où les parents n'ont pas des employeurs qui sont engagés pour leur réserver des places. Le modèle PSU, il ne fonctionne que si vous avez 70% de vos places réservées. Et en fait, du coup, il y a des endroits où la micro-crèche PAGE n'est que la solution, et c'est souvent l'implantation qui détermine ce modèle-là. Et la micro-crèche PSU, c'est cette recherche absolue de tiers financeurs. Et puis, c'est une lourdeur administrative en l'état de la PSU qui est quand même complexe à gérer pour des petites entreprises, sans parler des retards de trésorerie. Et en entreprise, quand il n'y a pas la trésorerie, il n'y a pas la possibilité d'avoir une subvention d'équilibre. Mais Sarah Ferrandi, vous me disiez que justement il y avait très peu de berceaux réservés, parce qu'il y a pas peu d'entreprises en milieu rural, et pourtant vous arrivez à avoir une majorité de crèches PSU. Vous confirmez ce que vous aussi, les associations, vous devez avoir 70% de réservation pour pouvoir avoir des micro-crèches PSU? Alors nous, le modèle principal, ça va être des micro-crèches où la petite commune ou la communauté de communes, des fois on a un double financement, viennent apporter une subvention d'équilibre. C'est vrai qu'on pratique très peu la réservation de berceaux parce que il y a très peu d'entreprises sur les territoires ruraux où on est, et c'est pas on fonctionne pas par de la réservation de berceaux, mais vraiment plutôt par de la subvention d'équilibre. Très bien. Philippe Dupuis, vous aussi, vous avez des crèches, des micro-crèches. Quel est le pourcentage PAGE PSU? Comment ça marche chez vous? Alors chez nous, il y a bien sûr des micro-crèches. Tout simplement, c'est avant tout des petites crèches. Avant d'appeler ça des micro-crèches, c'est des petites structures. On a un réseau qui avait toujours eu des petites structures. Donc là où il n'est pas utile de créer plus de 20 places. Donc du coup, notre réseau a toujours été attaché à avoir des petites structures, après qui sont appelées micro-crèches avec les réformes
qui ont été mises en place. Oui, après, évidemment, elles étaient toutes sous un système, alors avant de prestation de service, après PSU, page. Nous, les 2 tiers sont en PSU et 1 tiers sont en page. Mais elles sont en page pour des raisons où, tout simplement, alors là, je suis un peu plus sévère avec les communes. C'est qu'il y a aussi des communes qui ne veulent pas. C'est pas qu'elles ne peuvent pas, c'est que certaines disent qu'elles ne veulent pas et qu'elles laissent du coup liberté aux marchands de s'organiser pour que des modes d'accueil se mettent en place. Et c'est à moindre coût pour elles. Donc, il ne faut pas s'en cacher. Et donc, il y a des endroits où même nous, en tant que réseau, parfois, stratégiquement, pour lutter contre le lucratif, il faut aussi savoir prendre des places et qu'il y a des endroits où des associations se sont dit que si elles ne mettaient pas en place une micro-crèche page, alors du coup page parce que les communes ne veulent pas nous suivre, sur un territoire, c'est que ça serait une micro-crèche page, alors là lucrative, avec d'autres valeurs, et que du coup on préfère stratégiquement ou politiquement se dire qu'on est plutôt acteur là, associatif et du coup pouvoir mettre en place des mesures d'aide, d'accompagnement des familles et garantir un peu mieux la qualité de vie au travail des professionnels. Donc il n'y a pas que à un moment, il y a aussi des stratégies territoriales qui peuvent se mettre en place parce que tout simplement, ça a été bien décrit et bien documenté, les micro-crèches-pages se sont développées parce que c'était liberté totale pour implanter un mode d'accueil sur un territoire. Géraldine Guillot. Oui. Bonjour à tous, je me présente Géraldine Guillot, donc je représente aujourd'hui le REMI, le regroupement des entreprises de micro-crèches. Je suis bénévole, c'est une association. Et donc, à titre professionnel, je suis la fondatrice et dirigeante de Doucalinou sur Caen, dans le Calvados. Donc, je gère aujourd'hui 4 micro-crèches et j'ai 19 salariés. Voilà, ça me paraissait important de vous le dire déjà. Au sein du REMI, nous n'avons pas, de par nos statuts même, de micro-crèches en PSU, mais uniquement des micro-crèches en page. Les dernières statistiques nous donnent, on est un tout petit réseau récent, on a été créé pendant le confinement, voilà, on s'est mobilisé à ce moment-là. On a à peu près 280 adhérents et un petit peu moins de 600 micro-crèches au total, donc ce qui correspond à 2 micro-crèches par gestionnaire, voilà, donc on est vraiment une toute petite échelle. On ne se compare pas du tout aux grands groupes, voilà, on est complémentaire avec tous les autres lieux et modes d'accueil, mais on a ces spécificités-là, voilà, on a quand même aussi 70% de nos gestionnaires qui sont issus du domaine de la petite enfance, avec une certification ou un diplôme qui va du CAP petite enfance à infirmière péricultrice, JE, etc. Et sur ce groupe-là, il y en a quand même 50 qui travaillent directement aussi sur le terrain, qui sont auprès de leurs équipes et qui comptent dans l'effectif pour le taux d'encadrement. Voilà. Donc ça me paraissait important de vous donner déjà un petit peu ces chiffres-là. Alors cette mission IGAS, comment vous l'accueillez ? Écoutez, on l'a accueillie, j'ai envie de dire, avec intérêt. Voilà. On est complètement partant pour y être sollicité. Voilà, on attend de voir la suite. Cyril Godefroy. Oui. Forcément, quand on a le travail qui a déjà été fait par l'IGAS par rapport au rapport du mois d'avril, on peut être que partant sur le fait que l'IGAS aussi mette sa capacité de travail sur ce sujet-là. 2 choses pour compléter, juste pour vous reprendre Catherine, sur le fait effectivement qu'on ne peut pas dire qu'elle est gentille ou qu'elle est méchante d'un côté. Noir ou blanc, c'est trop simple, quoi. Donc les propos de ma part sont peut-être des fois assez critiques, mais il y aura aussi des choses qu'on peut aussi relever là-dedans. Histoire de pouvoir toujours être dans la nuance, ça me paraît important. Pour nous, au niveau du syndicat national des professionnels de la petite enfance, il y a ce que nous, on peut constater quand on est interpellé par les professionnels, c'est que ce n'est pas une histoire simplement éventuellement de grands groupes. C'est vraiment une histoire qui touche éventuellement tous les types de gestionnaires qui font que des fois, il y a des difficultés pour les professionnels dans leurs conditions de travail et au quotidien. Et donc, du coup, voilà, cibler un type de gestionnaire par rapport à un autre, ça ne nous paraît pas forcément la bonne chose.
Voilà, pour histoire de pouvoir dire qu'on ne met pas forcément des étiquettes à qui que ce soit. Et puis, moi, je voulais rappeler quelque chose, c'est qu'il y a eu un rapport de la DGCCRF qui a été publié l'année dernière et qui a quand même pu détailler pas mal de choses dans son enquête. Alors, on peut regretter aussi, je vais aussi nuancer mon propos, que du coup, ce rapport-là n'a été fait que sur un type de structure et un type de financement, que principalement, quand on lit un peu le rapport, on se rend compte qu'ils sont allés voir surtout les structures pour lesquelles ils avaient été interpellés. Donc, d'avoir retrouvé éventuellement sur l'échantillonnage qu'ils ont pas mal de difficultés, bah oui, forcément, si on les pointe du doigt, c'est forcément qu'il y a déjà des soucis. Donc ça, c'est la limite de l'exercice de la DGCCRF. Par contre, maintenant, ce qu'on a pu analyser au niveau du syndicat, c'est qu'on se rend compte à quel point, au niveau des aspects contractuels, qu'il y a là pas forcément les professionnels, mais plutôt les entreprises avec les parents, on a eu forcément dans ce panel d'illustrations qui a été fait par la DGCCRF des choses qui sont allées bien trop loin. Et c'est ça qu'on peut forcément critiquer sur ce type de structure, sur des modalités, et on peut des fois encore l'entendre avec l'actualité qui est la nôtre en ce moment avec l'apparition des 2 livres, c'est... on peut facilement arrêter un contrat quand on est gestionnaire, mais c'est beaucoup plus compliqué pour un parent de l'arrêter. C'est, oui, vous avez une place de microcrèche au mois de septembre quand on aura les plus grands qui partiront, mais pour être sûr de pouvoir éventuellement garder cette place-là, en attendant, vous payez une indemnité d'un demi-forfait de ce que vous allez payer quand vous aurez votre enfant de garder. C'est tous ces aspects-là qui, par rapport à tous ceux qui peuvent travailler en structure PSU, où du coup on calcule en fonction des revenus des parents et ça fonctionne en fonction du besoin, forcément ça nous choque en tant que professionnels de pouvoir voir que comment éventuellement les aspects contractuels et commerciaux peuvent se lier entre les gestionnaires et les familles. Donc ça, c'est pour le côté qui est vraiment lequel est assez insupportable en tant que représentant de professionnels, de voir que notre quotidien se traduit comme ça et que ça donne éventuellement des abus. Et ces abus-là, forcément, au bout d'un moment, ils ressortent. Et c'est ça, éventuellement, qu'on va voir, alors qu'il y a d'autres choses qui se cachent derrière aussi les microcrèches. Donc, on est d'accord que sur les microcrèches, je pense que là, il y a consensus, la petite taille, la crèche, un peu, comme on dit, à taille comme une famille, c'est une bonne façon de fonctionner. Ce qui est là vraiment en cause, c'est le financement. Donc, on a vu... page PSU. Il y a une autre voie que dans la lettre de mission la ministre aborde, c'est une réforme du CMG structure qui pourrait être en parallèle de la réforme du CMG emploi direct, qui permettra dès 2025 d'avoir un reste à charge à peu près équivalent pour les familles, qu'elles choisissent une crèche ou qu'elles choisissent d'aller chez une assistante maternelle. Est-ce que c'est une voie, alors je m'adresse à vous, peut-être Géraldine et Elsa, est-ce que c'est une voie qui vous paraît intéressante en tout cas? Est-ce que vous êtes en tout cas d'accord quand même, toutes les deux, que la microcrèche page, c'est pas l'idéal au niveau du financement, qu'on voit qu'on peut pas le contrôler, on voit que ça peut donner lieu à des abus et que parfois c'est très cher pour les parents? Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus et qu'il faut faire évoluer le modèle ou pas? Il y a tellement de questions dans ta question que c'est compliqué de dire oui à tout. Pardon, Catherine. Pour scinder, sur les risques d'abus et le rappel à l'ordre fait par la DGCCRF, et pour répondre aux 2 exemples de Cyril, il y avait effectivement des pratiques auxquelles la DGCCRF a rappelé qu'il fallait mettre fin. L'obligation en termes de préavis, c'est que la crèche, comme les parents, c'est la même durée. Si une crèche veut écrire dans son contrat qu'elle peut mettre fin au contrat avec un préavis de 2 semaines, les parents, ils doivent avoir un préavis de 2 semaines. C'est obligatoire, c'est le code de la consommation. Effectivement, il est apparu qu'il y en avait certains qui avaient oublié. La DGCCRF l'a rappelé. Nous, côté adhérents, les trames de contrat d'accueil sont toutes mises à jour à la disposition de nos adhérents. Sur la... système de réservation, pareil, il y avait des abus, dès qu'ils pensaient que la réservation, c'était quelque chose qu'on faisait payer en plus.
La DGCCRF a rappelé qu'il n'était pas illégitime de demander des arts, comme on verse quand on loue un logement, quand on réserve quelque chose, parce que c'est une prestation qui, du coup, n'est pas offerte à une autre famille. Mais ces arts, elles doivent venir en déduction de la première facture. Il y avait effectivement des pratiques à rappeler. Il y a aussi des conflits de législation qui existent. C'est que la DGCCRF, elle dit, vous n'avez pas le droit de modifier les barèmes si ce n'est pas marqué au contrat. Sauf que parallèlement, la CAF, elle dit, moi je vous verse une subvention d'investissement, mais tous les ans, c'est moi qui vous donne les nouveaux barèmes. Ah ouais, mais ça, on ne le met pas dans le contrat. Parce qu'on ne peut pas savoir ce que la CAF va décider 2 ans plus tard. Donc il y a effectivement des choses là-dessus sur lesquelles il faut travailler, et la mission IGAS, elle va être bien. Ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce que c'est inadmissible que les micro-crèches-pages coûtent potentiellement plus cher que les familles ? Vous le savez, et on est ici plutôt des spécialistes, ça dépend de quelle famille. Ça dépend si l'enfant est accueilli à temps plein, s'il est accueilli à temps partiel, si c'est une famille monoparentale ou pas. Mais le besoin le plus fréquent des familles, c'est un besoin d'accueil à temps plein. Si on prend une famille qui a 2 SMIC, dans une microcrèche PSU, la dépense publique sera de 1 600 € par mois. Dans une microcrèche PAGE, la dépense publique, elle est de 800 € par mois. Et c'est, grosso modo, on y viendra à la deuxième table ronde, mais quasi les mêmes obligations. Je veux dire, si à la fin, ça coûte plus cher aux familles, c'est parce que l'État, il verse 2 fois moins aussi. Et donc, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance. Et donc, pour répondre à ta question sur comment est-ce qu'on accueille une évolution du financement, par principe, nous, on n'est jamais opposé à la transparence, jamais à poser toutes les choses sur la table et réfléchir à l'après et comment trouver un système équitable pour tous, pour les familles, pour les professionnels. La réforme du CMG des assistantes maternelles, on l'a scrutée l'année dernière. On a vu les analyses des ASMAT, de la FEPEM, de l'UNAF. C'est 52% de familles perdantes qui seront moins aidées avec le nouveau CMG de l'emploi direct qu'avec l'ancien. 52%, c'est beaucoup. C'était le chiffre que donnait l'UNAF. Alors, sauf s'ils avaient réussi à faire bouger les choses. Donc nous, ce qu'on porte, c'est une réforme qui soit plus juste pour la qualité et plus juste pour les familles. Plus juste pour la qualité, c'est qu'on est persuadé qu'on brandit comme un totem ce plafond des 10 €, et la ministre a redit ce matin qu'elle avait demandé à l'IGAS de l'expertiser. Ce plafond des 10 € qui a été fixé une fois en 2013, entré en vigueur en 2016, qui n'est jamais revalorisé. Il y a un moment, il faut poser un indice public, et ça c'est ce que l'IGAS recommandait aussi, du coût de la qualité en crèche, et que de cet indice public, on pose des règles et des choses et de la revalorisation. Et nous, on en est persuadés. C'est pas normal d'être encore aujourd'hui à 10 €, alors que les chiffres de la CNAF montrent que le coût de création d'une heure d'accueil de crèche en crèche PSU en 2022, c'était 11,32 €. C'est pas illégitime que la question soit posée et que ce sujet soit enfin purgé, chiffre à l'appui, tel que le fera l'IGAS. Et la deuxième chose, c'est que la fédération, on a été engagé, on est toujours engagé. Si un employeur, et c'est notre réforme idéale, les 10 € indexés sur l'indice et l'aide aux parents indexée sur l'indice du coût réel de la place des crèches, et si un employeur accepte de réserver des places de crèche pour ses salariés et que le salarié choisit une microcrèche PAGE, qu'on ait le droit pour cette famille-là de donner un avantage tarifaire à cette famille qui fasse qu'elle paye le même prix à la fin du mois que ce qu'elle aurait payé dans une crèche PSU. Depuis 2022, la direction de la sécurité sociale, elle dit que c'est un avantage en nature si on fait plus de 190 € par mois de réduction. La pratique du secteur, c'était de descendre de manière extrêmement importante et qu'il y ait le même reste à charge par rapport à une crèche PSU. Aujourd'hui, ça a été limité parce que avantage en nature, ça veut dire que pour les familles, c'est considéré comme du salaire, c'est de l'impôt sur le revenu, c'est des charges. Et nous, on pense, et on espère que cette mission IGAS, elle va faire enfin la transparence sur le modèle, et on est confiant avec la vérité, et puis surtout qu'elle va enfin poser les vraies bonnes solutions, qui est qu'à la fin, il faut continuer à ce que, mais la majorité des microcrèches, en tout cas que je connais, celle de ma fédération, c'est des endroits qui sont beaux,
où les professionnels sont bien, ils font bien leur travail, ils sont bien traités, et c'est ce que l'étude de Pierre montrait. Enfin, le bonheur est dans la microcrèche. Donc, il y a un moment, Bon, allez, il faut avancer. Bon, qui veut réagir? Vous voulez réagir à ce que vient de dire? Merci. Écoutez, il y a au moins un point que je partage avec la Fédération des entreprises de crèche, c'est l'idée que la qualité de l'accueil a un prix. Ça, c'est certain. Si on veut répondre aux besoins des enfants, si on veut fidéliser des professionnels diplômés, qualifiés, si on veut que ces professionnels soient investis dans leur travail, il faut les rémunérer correctement, c'est-à-dire plus que ce qui est le cas aujourd'hui, et donc il faut de l'argent public pour ça. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui nous rassemble assez largement ici. Maintenant, pour aborder les sujets qui fâchent, ou en tout cas sur lesquels on ne sera pas d'accord, c'est cet argent public, à quel gestionnaire on le donne, et comment est-ce qu'on s'assure que cet argent public il soit bel et bien consacré à la qualité de l'accueil des enfants et aux professionnels, et pas à autre chose, et notamment la rentabilité financière qui est exigée par les grands groupes. Et c'est là où moi j'ai ce désaccord de fond avec la marchandisation du secteur. Je pense que si j'essaye de schématiser, on a deux modèles d'entreprises de crèches privées. Celles qui, notamment s'appuyant sur la réservation des berceaux par les entreprises bénéficiant du crédit d'impôt aux familles, sont à des niveaux de prix très élevés et utilisent beaucoup d'argent public, parce que le crédit d'impôt famille, c'est de l'argent public. Vous le savez, quand une entreprise elle réserve un berceau, c'est 75% de ce que l'entreprise dépense qui est remboursé en crédit d'impôt. Donc ça, du coup, ça incite finalement l'entreprise à se déresponsabiliser et à acheter très cher des berceaux au sein de certaines crèches. Donc ça, c'est un modèle où on a un premier exemple de comment l'argent public, à mon sens, n'est pas bien utilisé. Et puis la deuxième difficulté qu'on a, et je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de la responsabilité des communes, mais là, je crois qu'on a un sujet sur comment les entreprises de crèches participent au nivellement vers le bas des normes. Parce que, et en étant complice avec certaines communes, parce que moi je suis d'accord qu'il faut mettre les communes devant leurs responsabilités, je vais même vous dire, j'ai l'exemple sur ma circonscription dans les Yvelines, je ne vais pas donner le nom de la ville, ce ne serait pas très sympa pour le maire qui n'a pas l'occasion de se défendre, mais qu'est-ce que je constate? Il y a une crèche associative sur la commune, dont la subvention, année après année, de la mairie est en train de disparaître, et qu'a-t-on appris il y a quelques mois? Il y a un projet de DSP avec un gestionnaire de crèche privée, parce que quand même, ça coûtera moins cher pour la mairie. Voilà. Donc ce processus-là, à mon avis, il est néfaste. Ça s'appelle le dumping social. C'est-à-dire qu'on propose de rendre un service en coûtant le moins cher possible. Alors, évidemment, il y a des communes qui rentrent dans ce jeu-là, y compris parce qu'elles ont des contraintes financières, mais sauf que malheureusement, trop souvent, derrière, les conséquences, c'est une qualité d'accueil qui est moins bonne. Voilà, donc tout ça pour résumer. Oui, il faut de l'argent public, mais à qui on le donne est déterminant pour savoir si cet argent public il va bien au service des professionnels et des enfants. Et à mon avis, c'est pas systématique aujourd'hui. Alors, vous qui êtes gestionnaire, je dirais associatif, ou en tout cas privé non lucratif, Sarah et Philippe. Philippe, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, je ne sais pas, vous avez comme si le statut finalement du gestionnaire impliquait des valeurs, parce que vous avez dit nous on choisit la PSU parce que ça correspond mieux à nos valeurs que les microcrèches pages. Qu'est-ce que vous entendez par là? Tout simplement, la PSU, c'est quelque chose qui est assez récent. Et avant, on vivait avant ces inventions de la PSU, on vivait sous ce système que maintenant on appellerait page ou qu'on appelle. C'est-à-dire que globalement, l'aide de l'État était forfaitaire, via la CAF, et puis c'était les familles, le porte-monnaie des familles qui servait pour ajuster les dépenses. Et moi, mon réseau, il s'est développé là-dessus sans aucun problème, avec des barèmes qui étaient, des associations qui essayaient d'inventer des barèmes, qui étaient différents en fonction des revenus, d'autres projets associatifs qui prenaient pas en compte les barèmes, et ainsi de suite. Donc ça, c'était avant la PSU. On s'est bagarré pour inventer la PSU. Donc la CEP fait partie des gens qui ont milité pour inventer un système qui faisait qu'on arrêtait de taper dans le porte-monnaie des familles pour financer un mode d'accueil, et que globalement, même si les familles devaient contribuer tout ou partie, en tous les cas, en fonction de leurs revenus et de leur composition familiale, quel que soit le coût du service qui était rendu derrière.
et que c'était à la collectivité, en tous les cas nationale ou locale, de compenser l'écart, mais que c'était plus aux familles de payer. Donc évidemment que là on parle de valeur, on s'est bagarré pour la PSU, c'est vraiment pas le truc le plus simple. Et du coup, quand on a vu la page arriver dans la petite enfance, on s'est dit, là, on a reperdu. C'est-à-dire que globalement, la page, on n'avait pas réussi, enfin, c'était pas l'objet de la CEP à l'époque, de se bagarrer pour que la cotisation des familles dans l'accueil individuel soit proportionnelle, pas au coût, mais autrement, quoi. Donc, du coup, objectivement, d'abord, la page a été offerte aux micro-crèches. Juste un peu d'histoire pour les très anciens. Pas trop long. C'est pas trop long, je suis d'accord. Je vais être très rapide. Juste, les micro-crèches ont été inventées sur une demande d'un gouvernement qui voulait que les centres maternels puissent travailler collectivement. D'accord ? Donc on avait ce cahier des charges-là et on a inventé les micro-crèches à ce moment-là pour ça. D'accord ? Après, l'histoire, vous avez compris que c'est devenu les MAM, d'accord ? Mais globalement, elles ont été inventées pour ça. D'accord ? Et le gouvernement de l'époque avait bien compris que dans l'objectif que ce soit des asthmates intégrant un accueil collectif de petite taille, il fallait qu'on trouve le financement miroir qui était pour les asthmates. Et à ce moment-là, la page est arrivée dans les micro-crèches, mais ce n'était pas un système qui existait dans l'accueil collectif. C'était tout simplement un effet miroir d'un objectif qui était autre, et puis après qui est devenu les MAM pour des raisons X ou Y. Ça pourrait faire l'objet de pas mal d'écrits. Mais globalement, évidemment qu'on ne peut pas être d'accord sur le fond avec le système page, en tous les cas en tant qu'ACEP. C'est là où je parle de valeur. Après, le fait, c'est qui compense. Et du coup, ça rejoint un peu la question du député, c'est comment c'est compensé, comment est discuté le coût d'un mode d'accueil sur un territoire, et comment collectivement on fait pour assumer ce coût sans obligatoirement taper dans le portefeuille des familles. Donc du coup, nous, on ne pourra jamais être d'accord avec la page. Et je vais vous poser la question à votre voisine. Et la piste d'une réforme du CMG structure, donc finalement, pour les familles, en tout cas, c'est assez juste. Est-ce que ça vous semble une bonne solution ? Écoutez, nous, au sein du REMI, on prône effectivement une réforme du CMG en profondeur. Pour nous, c'est une nécessité que le reste à charge des familles soit moindre qu'actuellement. J'insiste, mais je représente vraiment le REMI, donc je parle exclusivement à ce nom-là. Nous, aujourd'hui, on a quand même au sein de nos adhérents 60% des adhérents qui n'ont aucun berceau d'entreprise, donc qui gèrent 100% des places directement auprès des familles, et que 20% qui ont un seul berceau d'entreprise dans leur structure. Donc nous, on a quasiment uniquement c'est uniquement les familles, voilà, qui viennent nous payer chaque mois. Donc c'est vrai qu'on serait complètement favorable à ce que le reste à charge soit moindre pour les familles. Je rebondis un petit peu sur ce qu'a pu dire Elsa aussi, c'est-à-dire que le reste à charge des familles peut varier profondément selon la typologie, la composition familiale, le nombre d'enfants, les revenus. Il y a plein de critères à prendre en compte. Et on ne peut pas faire de généralité. Voilà, moi j'accueille régulièrement des parents qui découvrent la microcrèche ou qui viennent d'un autre mode de garde et qui veulent changer et qui me disent « Ah au final, c'est moins cher chez vous que ce qu'on a connu jusqu'à présent ». J'entends vos arguments à Elsa et à vous. Et comment vous expliquez alors, parce que toute cette tendance vers les franchises de microcrèches, généralement, quand on se lance dans des franchises, c'est que c'est rentable, enfin, c'est que c'est du business un peu. Et c'est vrai que ça brouille un peu les pistes. Je suis sûre qu'il y a des micro-crèches avec des petits gestionnaires qui font du boulot formidable. Mais cette tendance des franchises, ça crée quand même un doute sur on fait ça parce qu'on aime la petite enfance, etc. Mais en fait, il y a l'idée de profit derrière quand même, qui est beaucoup plus prégnante que dans les crèches qui ne sont pas, par exemple, en franchise. Alors là, je vais répondre aussi. Au sein du REMI, c'est uniquement 2 gestionnaires qui ont développé des franchises vraiment à taille humaine avec, on va dire, moins d'une dizaine ou quelques dizaines de micro-crèches, donc qui restent vraiment à taille humaine. Et ça représente que 2 gestionnaires aujourd'hui sur tous nos adhérents, donc je ne pourrais pas me positionner là-dessus pour le REMI. Compliqué la question parce qu'à la fédération, on n'a qu'un seul franchiseur. Il est dans la salle et il me complétera si je le dis mal. Mais en tout cas, ce que lui fait,
c'est que dans un secteur, et on le sait, hein, pour monter une crèche, ça demande une compétence en termes de capacité à rentrer dans notre droit juridico-technique spécifique. Et la prestation en fait qu'il propose et qu'il impose, et ce pourquoi il est rémunéré par ses franchiseurs, c'est cette assistance au montage de projet, de transformer la belle idée en un projet qui va être conforme aux exigences réglementaires, aux exigences de la CAF. Et puis lui, en tout cas, alors après les autres s'exprimeront, il les accompagne au quotidien, il les contrôle avec des systèmes de contrôle interne. Ça m'est déjà arrivé de l'entendre dire là, il faut que j'aille dans tel endroit parce qu'il y a un problème avec une famille et on va en gestion de crise et on va l'aider, on va le supporter. Donc, en tout cas, celui que je connais, et parce qu'il a suivi un process d'adhésion renforcé avant son adhésion à la FFEC et de visite et où il a dû expliquer ce qu'il faisait, c'est un franchiseur qui, en fait, apporte une prestation du réseau et une force du réseau qui me semble importante. Il y avait 3 points sur lesquels je voulais réagir et que je vais limiter à 2. Oui. D'abord, alors on mélange un peu sur cette table ronde micro, on reparle du sujet DSP et responsabilité de la commande publique. En tout cas, nous, à la Fédération, vous savez, on fait du lobbying actif mais transparent. Et on espère que notre amendement qu'on a proposé à des députés, et certains l'ont déposé, qui vise à faire que dans le code de la commande publique, on dise que le prix ne peut plus jamais être le critère principal en matière de petite enfance, pourrait être adopté. C'est un message fort, il est temps de l'envoyer, et que effectivement, tous ceux qui ont en responsabilité les deniers publics choisissent d'abord la qualité avant d'être incités par leurs propres contraintes financières à choisir le prix. Et puis, pardon, mais on entend beaucoup valeur, on essaye de faire croire que les entreprises de crèche du secteur marchand, leur seule raison d'être, c'est de gagner de l'argent. Moi, j'ai envie de vous dire non, les entreprises de crèche du secteur marchand, leur première raison d'être et la raison d'être de leur entreprise, c'est de rendre des prestations de services de qualité pour que leurs clients, les familles, soient contents et satisfaits. C'est ça la raison d'être d'une entreprise. Ils ne sont pas contents de gagner de l'argent. Mais attendez, la rentabilité, c'est pas un gros mot, hein. La rentabilité, c'est pas un gros mot. La rentabilité, on la cache pas. La rentabilité, quand on nous interroge, on la donne. Quand on a fait nos propres études, on ne nous croyait pas. La dernière fois que l'IGF et l'IGA sont enquêtés, on a dit « Ok, on va faire autrement, puisqu'on ne croit pas quand c'est nous qui le disons. On vous donne la liste des SIRET adhérents de la FFEC. Allez vous-même contrôler au service des impôts. » On ne fait pas le procès des microcrèches, on ne fait pas le procès des entreprises de crèche, on essaie de comprendre. Donc, il ne faut pas... Ça va. Ouais, mais quand même, c'est énervant. Pardon, excuse-moi. Alors, sur ce chapitre du financement, cette question du financement, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ou est-ce qu'on peut passer à la réglementation ? Alors, vas-y, allez-y, Sarah. Je voulais juste dire, pour revenir sur la page, pour remettre une couche sur le milieu rural, nous, quand on crée une micro-crèche en milieu rural, l'idée, c'est de redynamiser un village, c'est de refaire venir des familles au village, c'est de pouvoir, par exemple, sauver une école qui aurait été fermée parce que c'était plus adapté, c'est de créer des emplois dans le village, c'est de on va dire, de redynamiser, de faire revenir des familles, de répondre à un besoin des familles. Si on crée une micro-crèche en page, malheureusement, souvent, c'est pas une solution qui est accessible, en fait, pour une grande partie des familles. Et donc, finalement, c'est contre-productif. Et c'est vrai que pour ça, on serait quand même plutôt en faveur, même si à l'heure actuelle, dans les faits, on gère des micro-crèches en page, on serait pour un modèle unique qui serait accessible à toutes les familles, de la PSU, peut-être un peu revu, puisque c'est vrai que le modèle à l'heure actuelle est compliqué, mais effectivement, pour nous, ce modèle, enfin, ce double modèle ne répond pas vraiment aux besoins des familles sur les territoires. C'est tout ce que je voulais ajouter. Et Cyril ? Je vais aller dans le même sens, donc on va aller vite. Voilà, sincèrement, sur ces histoires de modalités de financement, si on en arrive à ce que les micro-crèches, par les annonces successives, vont faire un fonctionnement de plus en plus équivalent aux autres établissements d'accueil du jeune enfant, allons sous le même mode de financement. Et comme le dit l'ADMR, peut-être avec une évolution de la PSU,
PSU, mais la PSU, du côté des parents, c'est quand même un outil qui est quand même assez formidable pour l'accessibilité en fonction des revenus. C'est peut-être beaucoup plus compliqué à gérer du côté gestionnaire et pour les directions parce que c'est des fois une belle usine à gaz. Donc il y a sûrement beaucoup d'évolutions à y voir. Il y a peut-être aussi à imaginer un fonctionnement qui permet éventuellement de tenir compte des spécificités de fonctionnement d'un petit établissement par rapport à une structure qui va faire 40, 50, 60 places. Voilà, mais par contre, du côté des parents, oui, allons vers la PSU pour tout le monde, et comme ça, du coup, on arrête éventuellement de devoir discuter des abus que certains gestionnaires ont pu avoir dans leur contractualisation avec les parents. Et comme ça, tout le monde a au moins le même niveau d'accessibilité pour les familles, et c'est ce qui compte aussi, quoi. Très bien. Alors, on passe à la réglementation, puisque les microcrèches ont une réglementation dérogatoire. Là aussi, c'est souvent mis en avant et le fait divers qui s'était passé à Lyon a remis ça en avant puisque la professionnelle était seule avec cette petite fille. Donc, je vous rappelle la dérogatoire. Un professionnel peut être seul avec jusqu'à 3 enfants. Il faut un deuxième professionnel, le 4e enfant. Et il n'y a pratiquement une microcrèche peut fonctionner qu'avec des titulaires de CAP à EPE. Donc, on peut penser quand même, avec tout ce qu'on a entendu dire ce matin sur la formation, sur la qualification, et je fais pas de procès d'intention, mais on peut penser que parfois la qualité peut ne pas être au rendez-vous parce qu'il n'y a pas les professionnels compétents, aussi compétents que dans les autres établissements. Je ne dis pas que le CAP AEPE ne vaut rien, mais il est quand même, il n'est pas un diplôme de catégorie 1 comme les éducatrices de jeunes enfants, les éducateurs de jeunes enfants ou les auxiliaires de puériculture. Donc cette question quand même, elle est à moitié réglée parce que la première ministre au CNR d'Angers a annoncé que a priori il y aurait 2 professionnels dès le premier enfant accueilli. Je sais par ailleurs que certains établissements pratiquent déjà ce taux d'encadrement, mais c'est quand même un problème parce qu'on ne sait pas quand ça va être mis en place. On n'a pas eu de... Alors, qu'est-ce que vous inspire cette dérogation-là et surtout celle aussi de la qualification? Ça fait beaucoup au bout du compte. Qui veut prendre la parole? Oui, allez-y Cyril. Oui, forcément, les annonces, on les reçoit plutôt favorablement au niveau du syndicat, puisque c'est quand même assez incompréhensible que, suivant le type de structure où on se trouve, il y a un besoin d'encadrement qui soit différent alors qu'on accueille le même public. Donc, effectivement, qu'on puisse enfin aller sur un taux d'encadrement qui permet beaucoup plus de sécurité pour l'enfant. Parce que ce que je dis moi souvent comme exemple, c'est que si un jour la professionnelle qui est seule en ouverture ou en fermeture a un malaise, c'est pas le bébé qui pourra faire le 18. Voilà, c'était souvent. Mais c'est vrai que du coup, au moins du coup, il y a cette possibilité-là de pouvoir apporter une sécurité supplémentaire. Je pense que du coup, Madame Morne, là, je vais arrêter avec les du coup, pardon. Mais il y a effectivement une annonce qui va dans le bon sens. Et pour ce qui est de la formation, si on va jusqu'au bout du raisonnement, allons-y, quoi. C'est-à-dire que le taux d'encadrement, enfin le taux de professionnels puisse aller plus loin. Ça va être la discussion de la table ronde d'après. On l'a déjà dit, nous, au niveau du syndicat national des professionnels de la petite enfance, nous, on veut en arriver à ce qu'il y ait un niveau de qualification tel qu'on arrête de parler de liste 1 et de liste 2. Pour que, du coup, on arrive enfin à avoir... mettre de côté cette représentation qu'on aurait des sous-professionnels de la petite enfance avec la liste 2 par rapport aux autres. Donc forcément, si on tient cette posture-là depuis longtemps, c'est d'aller vraiment sur le fait que les qualifications soient assez élevées, donc vous en reparlerez sûrement après, pour justement éviter éventuellement ces écueils-là de qualifications qui ne seraient peut-être pas suffisantes pour pouvoir être assez en autonomie par rapport au fait que c'est une petite structure. Philippe, je crois que vous vouliez dire quelque chose. Oui, juste là, ça va rejoindre le débat qu'on n'a pas eu, enfin qu'on a commencé à avoir, mais c'est les MAM. C'est-à-dire comment on va pouvoir expliquer qu'avec donc 12 enfants, d'un côté, il faut tout simplement d'autres professionnels, et on ne peut pas être contre ce genre de choses, plus de professionnels qualifiés, et ainsi de suite. Et puis après, dans une MAM, même collectif d'enfants, on n'est pas du tout les mêmes types d'exigences.
Et là, justement, c'est là où ça commence à devenir un peu plus compliqué. Il faut affronter complètement le système. Et j'espère que, du coup, à un moment ou à un autre, dans le rapport IGAS, on pourra aussi aborder cette question-là, même si se trouve, c'est pas complètement dans la fenêtre. Mais de toute façon, nous, on sera obligé de l'aborder. Parce que, de toute façon, à l'heure actuelle, les élus, pourquoi ils vont vers les micro-crèches-pages ? Parce que ça leur coûte rien. Et pourquoi après, si on commence à leur mettre des contraintes supplémentaires, ils vont aller vers les MAM. C'est déjà le cas. On le constate tous sur les terrains, d'accord ? Et même du côté des professionnels, d'accord ? Je dirais même du côté des professionnels qui préfèrent aller créer une MAM plutôt d'aller créer une micro-crèche. D'accord ? Entrepreneurial ou pas, je ne pose pas la question. C'est-à-dire que le niveau de contrainte et le niveau d'exigence ou de regard qu'a la société sur ces modes d'accueil est différent. Alors que le collectif d'enfants est de la même nature, les enfants sont de la même nature. Donc du coup, à un moment ou à un autre, on va se retrouver confronté à ça. Donc c'est juste pour dire ça. Sarah, vous vouliez aller dans ce sens-là et après... Merci. Oui, alors là, je rejoins 100% ce qui vient d'être dit. C'est une situation qu'on constate de plus en plus, où on commence à travailler avec des communes, des projets de microcrèches en PSU, qui sont travaillés pendant un petit bout de temps. Et puis, en fait, on se rend compte que c'est compliqué financièrement. Donc, finalement, la commune nous dit, non, on va plutôt aller vers une microcrèche en page. Et puis, souvent, on n'est pas, comme je disais, on n'est pas très content. C'est pas des projets sur lesquels on a trop envie d'aller. Et donc, on nous dit non, finalement c'est une MAM qu'on va créer, parce que le fait est que pour les communes il y a juste un investissement dans les locaux et ça ne coûte rien en commune concrètement, et donc on voit s'opposer sur les territoires ruraux les MAM avec les micro-crèches, alors que ça devrait être complémentaire, alors qu'on a des territoires, je prends la Saône-et-Loire par exemple, c'était la Côte d'Or, pardon, où il y a un vrai diagnostic territorial, où ça a été travaillé, et les MAM travaillent en partenariat avec les micro-crèches. On n'est pas forcément obligé de les opposer. Mais c'est vrai que dans les faits, là, en milieu rural, c'est compliqué, quoi. Alors, on est parti des MAM sur la réglementation, et finalement, on est revenu aux MAM sur l'aspect financier. C'est quand même... oui, Elsa. Non, comme mes confrères, la différence de traitement entre MAM et microcrèche me laisse perplexe, pour pas dire plus, que ce soit en termes de sécurité, avec ces taux d'encadrement différenciés, puisque elles peuvent être seules avec 4 enfants, et de fait elles sont parfois même 6, si elles ont eu une dérogation de la PMI. Ça me laisse perplexe. Et en même temps, je trouve que le débat qu'on a sur l'augmentation des qualifications, il est toujours extrêmement gênant, parce qu'il envoie un drôle de message à 60% des professionnels de crèche aujourd'hui qui ont des CAP petite enfance, et à qui on dirait qu'elles ne sont pas assez bien parce que leur formation n'est pas assez bien. Il faut lire le rapport quand même de l'IGAS sur les qualifications. Et elle envoie aussi le même drôle de message aux centaines de milliers d'assistantes maternelles qui ont des formations qui sont encore inférieures au CAP petite enfance. Donc je suis un peu toujours gênée sur ce sujet. Je pense que vouloir tous augmenter la qualification, le professionnalisme, faire de la formation continue, se réinventer et pousser les équipes à s'améliorer, oui. Vouloir mettre par principe une barrière et en fait empêcher ce qu'est aujourd'hui la petite enfance, qui est aujourd'hui pour une part importante de professionnels, accueil individuel ou accueil collectif, un métier de deuxième partie de la vie, où c'est des gens qui ont parfois eu une expérience professionnelle avant et qui viennent avec cette courte formation mais plein d'autres bagages. Et il me semble qu'on doit pouvoir augmenter la qualité, garantir la sécurité, sans pour autant mépriser et avoir cette démarche-là. Je vous arrête tout de suite, je n'ai méprisé personne. Et d'ailleurs, on en parlera sur la table ronde formation. Je n'ai méprisé personne, mais on ne peut pas quand même dire qu'un diplôme d'éducateur de jeunes enfants équivaut à un CAP petite enfance. C'est pas faire injure aux titulaires de CAP petite enfance, c'est juste reconnaître qu'il y a un diplôme avec une formation qui a duré 3 ans et qu'il y a des compétences quand même à avoir dans la petite enfance. Il n'y a pas que de la bonne volonté. Je suis d'accord.
Voilà, et ce n'était pas le sens de mon propos. C'était pas de dénigrer les éducateurs de jeunes enfants, les infirmiers puériculteurs. C'était justement, de dire faisons attention dans ce débat-là de l'élévation des qualifications, de ne pas dénigrer ceux qui aujourd'hui n'ont pas celles qui peuvent être considérées comme notre fameuse liste des catégories 1. Je pense qu'on peut faire progresser tout le monde. Je pense qu'on peut être sur ce fameux développement du socle commun des compétences sans pour autant vouloir dire que par principe, ceux qui n'ont pas les qualifications du haut, c'est pas bien et qu'il faudrait tout bouger. Et voilà, je pense qu'on peut trouver un point d'équilibre. Dans les microcrèches, c'est se dire, est-ce que les microcrèches peuvent fonctionner exclusivement avec des professionnels qui sont titulaires d'un CAP petite enfance, ou est-ce qu'il serait judicieux d'y introduire à mi-temps, à temps complet, un professionnel de qualification supérieure? C'est tout. Je pense que... La trajectoire est engagée et qu'après, il y a quand même un principe de réalité. C'est que vu l'état de pénurie des catégories 1, il va quand même falloir à un moment, et enfin on n'aura pas d'opposition, mais il ne faut pas mettre les gens dans des situations d'obligation impossibles à réaliser. Aujourd'hui, il n'y a même pas assez de professionnels de catégorie 1 pour les crèches, et il y en a quand même qui viennent en microcrèche et où ils sont épanouis et heureux. Je ne sais pas comment on le rend obligatoire pour tout le monde dans l'état de pénurie. Je suis d'accord sur la pénurie, j'étais moins d'accord sur le mépris. Voilà. Sarah ? Juste pour réagir, nous clairement on est en faveur de ne pas avoir une réglementation à deux vitesses et d'avoir une réglementation commune à tous. Par contre, et là je vais rejoindre ce que M. Martinet a dit sur le nivellement par le bas, c'est vrai que nous dans les crèches on essaye d'avoir à minima un ou une auxiliaire de puériculture présente dans tous les crèches, d'avoir un ou une éducatrice de jeunes enfants directeur, avec si possible des temps, peut-être pas des temps pleins parce que c'est compliqué financièrement, mais en tout cas présent un grand nombre d'heures dans la semaine. Par contre, les DSP, clairement, nous limitent sur ça, puisqu'on va présenter des budgets, et là ça rejoint aussi ce que disait Elsa, on présente des budgets où voilà, on a vraiment des équipes qui vont avoir une réglementation qui est la même que pour les crèches multi-accueil, et on va nous demander de revoir les budgets à la baisse parce que on a des budgets trop élevés, parce qu'on n'est pas compétitif par rapport à d'autres offres qu'il y a eu. Et là, clairement, sur la réglementation, les DSP vont niveler la réglementation par le bas dans les micro-crèches, et donc avoir une réglementation qui serait commune à tous les EAJE, ça nous permettrait d'avoir quelque chose d'opposable, d'obligatoire pour tout le monde et qui serait finançable du coup par défaut. Alors, je voulais rebondir sur cette question de la réglementation. Je pense que le sujet est toujours le même. Dans quel cas nous sommes dans de la souplesse, dans quel cas nous sommes dans de la dérégulation. Et là, malheureusement, concernant les microcrèches, je pense que ça fait un certain temps que, réforme après réforme, on a basculé dans la dérégulation avec des normes qui deviennent moins disantes. Mais du coup, la réponse à ça, je suis d'accord pour dire qu'elle ne peut pas être simplement au niveau de la microcrèche, parce que sinon, ça engage cet effet de concurrence entre dispositifs que vous avez très bien décrit, là, notamment en pointant le risque que, du coup, ce soit des MAM qui remplacent des microcrèches sans réellement de plus-value derrière. Donc, ça veut dire que le sujet doit être pris dans l'ensemble. C'est la question des normes en termes d'encadrement et de niveau de diplôme principalement dans l'ensemble du secteur. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire remonter. C'est cette bataille que je crois assez communément on peut mener ensemble pour se dire que le 1 pour 5 et 1 pour 8, c'est ça, je ne me trompe pas, qui est le cas aujourd'hui, ou 1 pour 6 pour l'ensemble, c'est pas quelque chose qui est satisfaisant. Alors, j'ai entendu du coup la ministre, comme vous ce matin, dire que le 1 pour 5 était une perspective. Très bien. Dès que possible. Alors malheureusement, concernant le possible, quand juste après le directeur de la CNAF a parlé et qu'il a parlé de la COG, je n'ai pas compris dans la COG où était l'argent pour passer au 1 pour 5. Voilà. Donc je vous l'avoue, un petit peu inquiet sur le dès que possible. À mon avis, ça ne va pas être possible tout de suite. Et malheureusement, on a d'autres exemples comme ça. Vous savez aussi que, là si je change un tout petit peu de sujet, que sur l'ouverture de places, on a effectivement une promesse très engageante du gouvernement à 200 000 places.
Mais là aussi, quand j'ai entendu la représentante de la DGCS parler tout à l'heure, elle a surtout dit qu'il fallait être patient parce que d'abord la qualité et les places, on verra après. Oui, bien sûr. Mettre la priorité à la qualité, je suis d'accord, mais je me permets juste de souligner le décalage entre les annonces qui sont faites, que ce soit en ouverture de place et en encadrement, et derrière les moyens qui n'ont pas l'air de suivre, et c'est le moins qu'on puisse dire. Donc ça me paraît un gros sujet. En tout cas, comptez sur moi côté parlementaire pour soulever cette contradiction et exiger les moyens qui sont nécessaires. Et puis dernière chose, je le fais très vite, mais sur la question de la qualification, parce que je pense que le sujet est important. Moi, ma conviction, c'est que la bataille pour augmenter le niveau de qualification des professionnels dans le secteur, elle est fondamentale et à aucun moment et pour aucune raison, il faut l'abandonner. Si on veut que le secteur soit valorisé et reconnu, si on veut arriver à convaincre dans la société que s'occuper des jeunes enfants, ça ne relève pas de l'instinct maternel, mais ça relève de compétences, de formation, de qualification, de diplôme, il faut dire qu'il faut qu'on forme plus et mieux les professionnels et il faut cette insatisfaction sur la situation actuelle et il faut se donner les moyens. Alors si j'ai bien compris, c'est la table ronde d'après de comment on forme mieux ces professionnels et je m'arrêterai là-dessus. Il faut les former plus et mieux. Et moi, dans toutes les professionnels avec qui j'ai discuté de cette question, il peut y avoir parfois des approches différentes du sujet. C'est vrai que quand je discute formation avec une assistante maternelle, elle ne m'en parle pas de la même façon que quand je discute avec une EJE, etc. Par contre, je trouve qu'il y a un point commun entre toutes, c'est dire on veut être plus formé. Je pense que c'est une aspiration dans le milieu, y compris pour les professionnels. On parlait de celles qui sont titulaires d'un CAP. Je pense que c'est une aspiration qui concerne tout le monde. Alors, battons-nous pour que cette aspiration elle soit satisfaite et que ces professionnels soient plus et mieux, comme vous dites, formés. Merci. Oui, et après, je passerai la parole à Géraldine Guyot, parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu sur les qualifications. Et voilà. Comme une partie du propos que je voulais dire a déjà été dit, je vais pouvoir aller plus vite. Moi, je voulais juste rappeler aussi un aspect par rapport à tout ce qui est de la qualification des professionnels de la petite enfance. C'est rappeler que le Code de la santé publique, c'est le minimum de qualification qui est nécessaire pour pouvoir faire fonctionner une structure. Et que du coup, tout gestionnaire qui soit peut faire mieux. Alors, et la pénurie vient éventuellement mettre le doigt sur un contexte qui est très difficile, mais il n'y a pas eu forcément besoin que la pénurie soit chiffrée par la CNAF pour que déjà dans certains types de gestionnaires, dans certaines régions, on puisse éventuellement plutôt appliquer le minimum du Code de la santé publique avec toutes les difficultés que ça engendre dès qu'il y a une absence, quelle qu'elle soit. Et donc, du coup, aussi freiner éventuellement la formation continue, etc. Parce que, du coup, il faut assurer le taux d'encadrement auprès des enfants et c'est ce genre d'aspect qui passe à la trappe. Donc, rappelons tous que le Code de la santé publique, ce n'est pas le Saint Graal à atteindre, c'est le minimum à assurer. Ce n'est pas la même chose. Alors le positionnement du Rémi par rapport aux dérogations, aux qualifications, nous souhaitons effectivement du personnel qualifié, diplômé, expérimenté. On a seulement 10% de nos micro-crèches qui fonctionnent uniquement avec des CAP AEPE. Donc voilà, on cherche quand même des niveaux de qualification aussi au-delà des CAP. Je vous donne aussi 2-3 chiffres. On a 80% de nos micro-crèches qui ont choisi le taux d'encadrement de 1 pour 6 et non pas du 1 pour 5 et du 1 pour 8. Voilà, moi je me réjouis si dans quelques années on peut atteindre le 1 pour 5. Après, c'est comment et avec quels moyens financiers? Quelles implications dans votre fonctionnement vous voyez à cette obligation future d'avoir un professionnel dès le premier enfant accueilli? Parce que c'est vrai que voilà, c'est un gros changement pour vous. Ça peut poser des soucis effectivement pour plusieurs micro-crèches au niveau de l'organisation, des plannings. C'est un coût financier supplémentaire. Et puis on a déjà certains adhérents, on va dire du milieu rural ou même un peu urbain, tout dépend de la taille de la ville, mais qui vont être contraints malheureusement de réduire leur taux d'ouverture. C'est ça leur volume horaire. Parce qu'ils pouvaient ouvrir à 7h le matin et n'avoir qu'un seul enfant entre 7h et 8h. Et effectivement, s'ils n'arrivent pas à passer à 2 dès 7h le matin, ils vont ouvrir qu'à 8h.
Donc ce sera au détriment de l'offre proposée aux familles. Donc c'est ça qui est regrettable. Voilà. Après, sur le fond, on est complètement d'accord. Enfin, on cautionne. Voilà, c'est plus de qualité, plus de sécurité. On n'est pas du tout pour le 2 dès l'ouverture et 2 jusqu'à la fermeture. On a aujourd'hui plus d'un tiers de nos microcrèches qui sont déjà là-dedans. Avant bien sûr, ce qu'a pu dire la Première ministre. Enfin voilà, c'est déjà quelque chose qui est mis en place quand même pour plus d'un tiers de nos adhérents, avec la taille qu'on connaît. Donc je trouve que c'est déjà un joli pourcentage. Voilà, merci. Philippe Dupuis, quand on dit préparer cette table ronde, en fait, vous m'avez dit, bon, en fait, il faut un EJE par microcrèche et c'est bon. Ah oui, évidemment. Oui, mais je pense que on a réussi à ce que dans la réforme normale, les EJE soient imposés dans les structures de plus de 12 places. Ce qui n'était pas le cas avant. On n'a pas pu descendre. Bon, je pense que voilà, ça sera peut-être la future réforme. Oui, bien sûr, c'est des diplômes dont on a besoin dans tous les modes d'accueil. Après, à plein temps, à mi-temps, ça c'est voilà. Mais on a besoin. Et d'ailleurs, nous dans le réseau, on est obligé de s'appuyer sur ce niveau de connaissance et surtout de capacité à rebondir, à prendre en compte les difficultés que rencontrent les équipes de professionnels en ce moment à l'accueil des familles. Donc oui, on est évidemment pour ça. Après, le souci économique, il est évidemment prégnant pour tout le monde, mais à un moment ou à un autre, c'est qu'est-ce qui nous oblige à ouvrir un mode d'accueil quand on n'est plus du tout en accord avec ce qui s'y passe. Voilà. Et on peut aussi se reposer la question. C'est-à-dire que, alors après, peut-être les autorités organisatrices pourront se dire à un moment ou à un autre, là, nous, maintenant, il va falloir qu'on s'y colle, mais jusqu'à maintenant, c'est très compliqué de dire à une équipe, enfin, moi, pour accompagner les équipes, dire, mais là, si ça ne va pas, on arrête. On s'arrête, on arrête de... Voilà, et c'est tout un dialogue qu'il faut avoir avec les familles pour expliquer que là, non, on n'a pas pu et que globalement, voilà. Alors après, pour revenir sur les micro-crèches, quelque chose qui est vraiment quelque chose... Une micro-crèche doit coûter plus cher qu'une crèche de 20 places. Parce que tout simplement, il y a moins de mutualisation des fonctions et surtout, les moments réflexifs ont beaucoup plus de poids dans le fonctionnement, dans une petite structure, dans une petite équipe, et que quand les équipes sont plus importantes. Donc c'est des choses qui ne sont pas assez traitées, non, même ça. C'est-à-dire que les moments de réunion d'équipe, tous les moments de formation, ainsi de suite, les moments où on se pose, on prend une dimension beaucoup plus importante dans un fonction de micro-crèche que dans une fonction de crèche d'une grosse crèche. Et ça, c'est jamais assez travaillé. Et du coup, le message de dire une micro-crèche doit coûter moins cher, bon, d'abord, les stats ont souvent dit le contraire, mais même dans le fonctionnement lui-même, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Parce que globalement, si on veut faire du bon boulot, c'est les mêmes charges, mais avec moins de... Voilà, parce que quand quelqu'un est absent, on ne peut pas se permettre, en fin de compte. Donc, il faut renforcer les équipes encore plus parce qu'il n'y a pas de mutualisation. D'accord. Et c'est pour ça que souvent... Vous êtes tous d'accord sur ça? Je vous vois tous opiner. D'accord. Alors, on va maintenant passer à la conclusion. Mais qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle microcrèche? Page. J'ai compris que c'était plutôt page. Hein. Si on résume, vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Enfin, qu'est-ce qu'il faut changer dans le modèle microcrèche pour qu'elles deviennent effectivement toutes de qualité, accessibles à tous les parents et des modes d'accueil comme les autres? Je vais peut-être donner la parole 2 secondes à Pierre Moissé pour que vous nous rappeliez rapidement tout le positif qui était sorti en termes de conditions d'accueil et de travail dans l'étude que vous aviez menée. 3 minutes? Là, ça marche ? Ok. Oui, alors juste pour rappeler dans ce temps très court ce qui était ressorti de l'étude. Donc l'étude qu'on a menée avec La Belle Vie sur la qualité de vie au travail dans l'accueil collectif, et c'était un résultat qu'on n'attendait pas forcément, vu la mauvaise réputation des microcrèches au moment où on a aussi lancé cette étude, c'est que les professionnels travaillant en microcrèche signalent un niveau moyen de bien-être au travail largement supérieur aux autres établissements, y compris les établissements de taille très connexe, c'est-à-dire les petites crèches.
Il y a vraiment un saut. Microcrèche, alors, déjà un bonheur bâtimentaire, c'est-à-dire que les locaux des microcrèches sont en moyenne jugés plus fréquemment de bonne qualité, bonne isolation phonique, thermique, etc. que les autres bâtiments. Donc là, on retrouve cette question de l'état du parc bâtimentaire entre le privé lucratif et les acteurs publics associatifs, mais également la cohésion d'équipe, la cohérence d'équipe, la force de l'entraide entre professionnels est largement supérieure en microcrèche que dans les autres établissements, y compris de taille connexe. Donc tous ces éléments allaient dans le sens d'un certain bonheur à travailler et pour ce qu'on peut dire. Donc là on était sur la perception des professionnels par rapport à leur qualité de travail vis-à-vis des enfants. Effectivement on a fouillé dans l'étude pour savoir si certains professionnels dans certaines situations, dans le privé lucratif par exemple, comme ça juste pour jouer, pouvaient pas estimer qu'ils faisaient un moins bon boulot auprès des enfants. On n'a pas obtenu de corrélation qui permet les professionnels dans leur perception, que ce soit en microcrèche, privé lucratif ou dans d'autres établissements de privé lucratif, auraient une moins bonne perception de leur qualité de travail auprès des enfants. On peut rajouter un bémol. Vous vous rappelez dans un des précédents Printemps de la petite enfance ou Rentrée de la petite enfance, Josette Serre qui présentait le travail notamment d'Alain Legendre, mais on peut penser aussi à Michel Van den Broek. Il semble qu'il y a un delta extrêmement élevé entre la perception que les professionnels ont de la qualité de leur travail auprès des enfants et ce qu'on peut avoir comme critère ou indicateur du bien-être des enfants, notamment par le taux de cortisol. Donc ça ne veut pas dire que parce qu'ils perçoivent qu'ils font un aussi bon boulot que les autres, que c'est tout à fait vrai. On ne sait pas dans quel sens ça varie. C'est juste ça. On peut tout à fait considérer que quand même les gens sont un minimum lucides, que bon, quand même, ça va plutôt, ils devraient à peu près contrôler la variable. Par contre, ce qu'il faut signaler en microcrèche, qui étaient les choses qui étaient un peu en bémol dans la perception toujours des professionnels, c'est qu'ils avaient le sentiment donc de faire un meilleur suivi individuel des enfants, logique du petit groupe d'enfants, ce qui fait qu'on les connaît mieux. Par contre, la question de l'animation du collectif d'enfants, proposer des activités bien structurées, un quotidien, faire passer une activité à une autre, était perçue comme étant moins bonne en microcrèche que dans les autres établissements, notamment parce que c'est extrêmement corrélé avec la proximité de la direction. La proximité du management dans tout type d'établissement est corrélée chez les professionnels avec un sentiment de meilleure animation du collectif d'enfants, qui est censé être le propre du collectif quand même. Et en microcrèche, avec la distance de la direction, qui est une direction donc flottante sur plusieurs établissements, elle a été jugée globalement moins bonne. Moins de 3 minutes. Merci. Bon, alors, petit tour de table conclusif. Qu'est-ce qu'il faudrait faire qu'est-ce qu'il faut bouger dans le modèle, ou peut-être rien, certains le diront, rapidement, et après on passera aux questions. Simplement arrêter le mode dérogatoire et aller vers un système qui permet d'avoir un accueil aussi bien adapté à la petite taille au niveau financier et puis au niveau du cadre réglementaire tel que le Code de la santé publique le permet, de pouvoir avoir une qualification et un encadrement équivalent à tout type de structure, puisque de toute façon, c'est le même profil d'enfant qu'on accueille partout. Moi, j'avais une toute petite question à Pierre Moissé, s'il veut bien. Moi, je me pose aussi souvent la question par rapport au travail des collègues en microcrèche. C'est sur la multiplicité des tâches qui sont à accomplir en microcrèche, c'est-à-dire que du coup, nos collègues professionnels sont aussi obligés de s'occuper du linge, de la cuisine, puisque du coup on est sur des petits effectifs. Est-ce que ça, éventuellement, ça rentre aussi en compte dans la perception du bien-être au travail? Parce que nous, en tant que syndicat, ce qu'on reçoit souvent comme remarque, c'est qu'on est au four et au moulin et on n'en peut plus. Et ce n'est pas ce que vous dites, vous, dans vos propos. Une minute. Voilà, 1 minute. Merci Catherine, toujours plus fort. Merci pour la question, parce qu'effectivement, on avait des questions là-dessus, sur la question du hachage des tâches. Est-ce que vous êtes souvent interrompu dans vos activités? Est-ce que vous devez faire des manipulations physiques pénibles ou faciles tous les jours, une fois par semaine, etc. Et on n'a pas de plus grande fréquence de ce type de manipulation, du caractère pénible, voire même, on a plutôt une moins grande fréquence des manipulations physiques pénibles en microcrèche que dans les autres établissements. Et la question de l'interruption de l'activité par d'autres activités parasites n'est pas plus fréquente en microcrèche. Donc on n'a pas pu le vérifier à l'aune de ce questionnaire en autopassation. Donc on peut imaginer des biais de passation, mais bon, là aussi, on a un indicateur qui est partiel, mais qui ne nous permet pas de conforter, ce qui peut tout à fait vérifier par ailleurs. Par contre, ça me permet de rajouter dans la minute qui me reste, enfin en tout cas la portion de minutes que j'ai, que néanmoins, le fait que, y compris dans notre échantillon, la plupart des professionnels qui répondaient, qui travaillaient en microcrèche, dans des microcrèches du parc privé lucratif, signalaient quand même ce qui est une caractéristique des opérateurs privés lucratifs dans le vécu des professionnels, la pression managériale accrue, c'est-à-dire plus d'horaires imposés,
moins de possibilités de négociation, de changement d'horaire de dernière minute, qui va avec une très forte corrélation quand on leur pose la question est-ce que vous souhaitez quitter votre établissement actuel dès que possible, à l'occasion, etc. Les professionnels privés lucratifs vont bien plus fréquemment répondre dès que possible. Donc on a quand même une turnover sous la pression managériale qu'on ne peut pas, indépendamment d'une question d'une pression à la dégradation du travail d'accueil des jeunes enfants, encore une fois dans la perception. Ok, alors, Géraldine. Oui, Géraldine. Oui, Géraldine. Allez, rapidement, 1 minute, hein, maxi. Rapidement. Écoutez, pour l'avenir, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir toujours s'améliorer en termes de qualité d'accueil. Et comme ce qui a été dit, effectivement, ça a un prix. Donc, on se battra effectivement pour que le CMG soit revalorisé pour les familles avec un reste à charge moindre, qu'on puisse déplafonner les 10 € de l'heure qui existent depuis 2015. Pourquoi pas, je lance l'idée d'un abattement, d'une diminution, de la suppression de la taxe sur les salaires que nous on paye, voilà, qui représente un chiffre énorme chaque année. Et on aurait un abattement comme le milieu associatif, et ça permettrait aussi de revaloriser plus rapidement nos professionnels, voilà. On est complètement pour, et puis on a mis en place, bien sûr, les référents santé, les analyses des pratiques, sur des rythmes même plus réguliers que ce que le décret nous oblige de faire, mais tout ça, ça a un coût, voilà. D'accord. Et avec quel argent on le finance. Donc, ok, merci. Philippe Dupuis. Simplement supprimer la page. Je vais être clair. Voilà. Mais non, sinon, sur le mode dérogatoire, je pense que on peut pas. Toute la réforme normale est sous mode dérogatoire. On a 20. On a tous des seuils. Et je pense que il faut quand même réfléchir au seuil de 12. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Après, c'est pas pour dire qu'il faut tout déroger, mais je pense qu'il y a des moments, il faut se mettre à se dire, ok, mais c'est pas dérogatoire particulièrement, c'est que tout norma fait qu'en fonction de la taille des structures, on a des exigences supplémentaires. Voilà, et il faut mieux réfléchir à ce qui se passe pour les moins de 12. Voilà. Elsa Hervy. Mon sentiment, c'est que l'avenir des microcrèches, il est entre les mains d'une mission IGAS. J'espère que cette mission, elle va pouvoir montrer la vérité de la microcrèche aujourd'hui et permettre de trouver les leviers qui fassent qu'on arrive à un système qui soit plus juste pour les familles, évidemment, sans dégrader la qualité d'accueil et en permettant au contraire de continuer à l'augmenter. Et puis aussi plus juste pour les professionnels. La ministre ce matin nous a dit que toutes les conventions collectives devaient s'engager, embarquer et fixer des salaires minimums. Dans la convention collective des entreprises services à la personne, on négocie avec les partenaires sociaux. Ça prend du temps. Je ne désespère pas que ça aboutisse. Et donc qu'on ait 15 emplois des crèches classés avec tous des salaires minimums au-dessus du SMIC. Quand on apprend que les micro-crèches pages, du fait de leur statut juridique, il y aura droit à 0 € des 200 millions d'euros qui sont budgétés, on a un peu plus de mal à négocier. Donc j'espère que rapidement, la mission IGAS, elle va nous permettre d'aboutir, de sortir de cette ornière et de faire que, en transparence, en veillant que à la qualité de service, on trouve une solution pour arrêter cette espèce de, je l'avais déjà dit chez toi Catherine, cette espèce de bashing anti-privé idéologique et de regarder objectivement les choses. S'il y a un problème, de le régler, ce qu'on a fait avec le sujet de la DGCCRF. Et puis s'il n'y en a pas, d'avancer, parce que l'important quand même, c'est qu'au final, il faut qu'on continue à accueillir des jeunes enfants, leurs familles, et qu'on continue à avoir des professionnels qui s'épanouissent dans leur boulot. Merci. Sarah ? Moi, je ne vais pas réinventer la foudre. Je vais aller dans le sens de ce qu'ont dit Cyril et Philippe. Pour nous, en fait, c'est pas la micro-crèche en soi qui est problématique. C'est vrai que la taille est intéressante, particulièrement en milieu rural, comme je l'ai déjà dit. C'est plus effectivement la différence de réglementation, la différence de mode de financement. Donc finalement, voilà, une micro-crèche, mais sous le même régime que les autres EAJE, avec le même financement. Et puis peut-être aussi un peu plus de soutien pour les petites communes. Mais ça, je pense que ce qui a été annoncé dans le cadre de la COG va dans le bon sens, avec notamment le bonus trajectoire.
Donc voilà, je vais finir sur une touche d'optimisme. Alors rapidement, d'abord, conserver la proximité, conserver la taille humaine, et ensuite, dans ce qu'il faut changer, un financement qui soit transparent, notamment pour savoir où va l'argent public, un financement qui soit suffisant pour que le reste à charge des parents soit raisonnable et pour qu'on arrive effectivement peut-être à davantage aligner le reste à charge entre les différents modes de garde. Un financement surtout qui permette de valoriser les professionnels, parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut, si derrière on ne valorise pas les professionnels, leur formation, l'attractivité du métier, tout ce qu'on raconte c'est seulement du blabla. Et voilà, et le faire à l'échelle de la microcrèche, mais évidemment c'est une dynamique globale dans le secteur. Et dernière chose, vous aurez bien compris ma conviction, il faut démarchandiser. Voilà. Moi, je pense que cette décision qui a été prise par les pouvoirs publics il y a 20 ans, d'ouvrir le secteur de la petite enfance au marché et au privé lucratif, elle s'est faite avec très peu de débats. Il y a eu très peu de discussions dans la société là-dessus. Moi, je ne m'y résigne pas. Je ne pense pas qu'on peut marchandiser comme ça tous les âges et tous les secteurs de la vie, le grand âge, la petite enfance, peut-être le handicap, sans que ce soit discuté. On a besoin au moins d'un débat réel et sérieux sur cette question, et pour l'instant, on ne l'a toujours pas. Si vous aviez été au printemps, à la rentrée de la petite enfance l'année dernière, on avait invité Michel van der Broek et on a bien parlé de la marchandisation. Donc Elsa avait déjà été sur le grill. Bon, si on peut conclure, en gros, l'avenir des microcrèches, c'est de devenir des petites crèches avec le même régime que les autres et le même type de financement que les autres. Ça, c'est ce que pensent 4 personnes et il y en a 2 qui disent que... Voilà. Wait and see. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, monsieur... vous ne nous parlez pas des assistantes maternelles, hein, sinon je vous cloue le bec. Vive la liberté d'expression, mais je vous rassure. Ça marche déjà. Je voulais juste préciser, donc apporter des précisions, monsieur le député, notamment sur qui fixe les prix dans les microcrèches. Les prix sont fixés par la CAF. Ils sont plafonnés à 10 € de l'heure, on ne le dit pas assez. Et depuis 12 ans, je ne sais plus combien d'années exactement, et le reste à charge est fixé également par la CAF. C'est qui fixe le CMG et qui, par exemple, a causé beaucoup de tort à tous nos parents en augmentant le CMG de 1,4%, alors que l'inflation est à 6%. Donc, c'est juste rappeler ça, c'est la CAF qui fixe nos prix. Nous ne les fixons pas. Nous pouvons simplement être en dessous de ce taux de 10 € que beaucoup d'entre nous pratiquent. On est en dessous de ce taux de 10 € de l'heure. Premier point. Une deuxième explication, et je continuerai volontiers l'échange avec vous à un autre moment. Je dis ça très amicalement. Vous avez le complexe du CAC 40. Les entreprises ne sont pas faites que du CAC 40 et les entreprises de crèche ne sont pas faites que des 4 gros. Donc il y a, et Géraldine les représente, j'en fais partie, la myriade, les milliers, parce que nous sommes sans doute 5-6 000 micro-crèches, autant de gestionnaires ou un petit peu moins. Et donc ce que vous dites des grands réseaux, ça vous appartient, mais vous serez très déçus, je serai volontiers auditeur, donc je vous le signale, lorsque vous entendrez des gens comme nous ou des gens qui font partie du REMI, vous serez surpris des résultats financiers que nous avons, et je vous livre les nôtres. Parce que, je l'ai dit ce matin, nous avons une politique salariale qu'on essaie d'être la plus juste possible. Nous avons également une politique de promotion interne que nous essayons d'être la plus dynamique possible, et notre rentabilité est de 2,5%. Donc ça ne va pas beaucoup vous exciter de nous auditer. Merci. Alors, vous êtes 2 à aller avoir le micro, allez-y. Oui. Bonjour. Donc moi, je suis gestionnaire de micro-crèche depuis 1 an. Je fais partie d'un réseau. Je voulais préciser que le réseau, il a un soutien juridique très important parce que la petite enfance, c'est pas facile. Et on n'aurait pas eu notre réseau, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci mon réseau. Depuis ce matin, j'ai l'impression en fait de me faire taper dessus, clairement. Et je trouve ça hyper violent en fait. J'ai l'impression que vous parlez de sujets que vous connaissez finalement pas vraiment,
quand vous parlez de budget, de où va l'argent public, nous, on a eu 0 aide, on a eu 0 subvention. Les formations, l'OPCO, les caisses sont vides, donc on les paye de notre poche. On est limité à 12 enfants, donc 12 enfants, c'est un chiffre d'affaires maximum de 18 000 € par mois, sachant que j'ai 4 salariés, un loyer, les charges, enfin je ne vous liste pas, les couches, les repas, tout ça. Donc à la fin du mois, vous voyez, depuis 1 an, je commence tout juste à me verser une petite part. Alors je travaille, je suis obligée d'avoir un travail à côté pour pouvoir élever ma famille. Donc quand je vois et quand j'entends que nous, les gestionnaires de micro-crèches, on s'en met plein les poches, je ne sais pas de qui vous parlez. En tout cas, je ne me sens pas concernée. Franchement, je trouve ça violent. Et venez dans nos structures, mais avec plaisir. On va vous montrer qu'on fait du travail de qualité. Moi, mes collaboratrices, quand elles ont vu les livres sortir, les larmes aux yeux, parce qu'elles n'ont pas compris en fait qu'on les traitait de vilaines alors qu'elles sont consciencieuses. Nous, on a déjà mis le 2 Pro à l'ouverture, 2 Pro à la fermeture. On anticipe ce que l'État va nous demander. On n'est pas tous pareils. Et malgré tout, quand je vous écoute, on est tous mis dans le même panier, en fait. Donc oui, il y a sûrement des dérives. Quand je vous entends, monsieur, dire qu'il y a des structures qui demandent des indemnités avant pour réserver les places, c'est une honte. Mais moi, j'ai un cousin, pour avoir la place chez sa nounou, il a payé pendant 4 mois 900 € au black à sa nourrice pour garder la place. Donc, ce que je veux dire, c'est que ne mettez pas tout le monde dans le même panier. C'est violent parce qu'on n'est pas tous pareils. Merci, madame, de votre témoignage. Vous avez raison. Merci. Delphine Bronvalet, je suis conseillère politique à la Caisse nationale des allocations familiales. Juste une petite précision, rappeler que le prix plafond pour le CMG est fixé par la loi et non pas par la CAF, tout comme les règles d'attribution du CMG sont fixées par la loi et intégrées dans le Code de la sécurité sociale. Merci. Merci. Une dernière question et c'est fini. Alors, oui, alors moi je suis novice sur les micro-crèches, donc je vais poser une question de novice et je vais m'adresser à Elsa. Alors vous avez parlé de rentabilité. Alors moi j'ai rien contre la rentabilité, je voudrais simplement savoir dans quelle mesure, dans quelle proportion elle existe. C'est-à-dire que est-ce qu'on ne peut pas faire le choix de diminuer un peu cette rentabilité et d'augmenter les salaires de vos salariés ? Tu vois que j'aurais dû finir quand tu m'as coupé. Là, le rapport IGF-IGAS dont je vous parlais, là où on a donné les liasses fiscales, et donc là où c'est pas nous qui avons dit c'est quoi la rentabilité, là où Bercy allait vérifier ce qu'on avait payé aux impôts. La rentabilité moyenne des entreprises de crèche, sur 10 ans, elle était de 6%, et ils l'ont comparée avec les entreprises en France de manière générale, elle est de 7%. Donc les entreprises de crèche, elles sont un petit peu moins rentables que les entreprises spécifiques. Sur la question de quels arbitrages il faut faire avec cette rentabilité, moi, ce que je vois, alors d'abord, on ne donne pas de consignes à nos adhérents. Ils adhèrent à une fédération qui les assiste, les supporte et coordonne leurs actions de représentation, mais on n'est pas gestionnaire à leur place. Mais ce que je vois, ce qu'ils me racontent, c'est qu'ils font des arbitrages tous les ans et qu'effectivement, tous les ans, il y a une partie qui part dans l'augmentation de la masse salariale des existants, et puis on a une convention collective, on n'a pas encore fini de négocier, mais où d'office, il y a une prime d'ancienneté qui est mise en place et déjà en œuvre et qui doit continuer à faire son œuvre. Et puis, il y a aussi les choix de rénovation, d'amélioration du quotidien. Effectivement, il y a du matériel à racheter et de choisir de miser sur l'accueil. Et puis, il y a le choix aussi
de se dire, je vais peut-être aller commencer à voir comment est-ce que je développe l'entreprise et je me refais un deuxième établissement de manière à ce que sur cette double rentabilité, là j'ai plus de marge de manœuvre. C'est des choix, c'est des arbitrages. Ce qui est certain, c'est que les adhérents de la fédération, ils sont prêts à aller plus loin que le minimum légal aujourd'hui, puisque moi j'ai des mandats pour négocier cette convention collective. Est-ce qu'on pourra aller plus loin que ce qu'on a aujourd'hui? Ça dépendra de ce que nous dit l'État dans les réunions techniques de la semaine prochaine en termes d'arbitrage, et ça dépendra aussi de se dire la vérité et sortir de cette ambiance de posture qu'on a aujourd'hui, et juste de penser efficacité, qualité de service, juste et transparente utilisation des données publiques. On est obligé d'arrêter là. Donc merci. Finalement, ça s'est bien passé. Hein? Donc, on est content. Je vous remercie.